Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, l'émission du jeudi où on va vous présenter, comme chaque semaine, les principaux rendez-vous sportifs du week-end. C'est surtout Alexandre Le Naour qui va vous les présenter. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Deux chroniqueurs avec nous ce soir, avec notre expert prépa mental Benoît Pinault. Bonsoir Benoît. Bonsoir. De quoi va-t-on parler ce soir ? Je sais plus. Non, si on va parler de lucidité justement, avoir les idées claires en tout moment. Très important bien sûr dans le sport. Et puis notre expert course à pied, trail, athlétisme, triathlon, tout ce qui se fait avec les jambes et les pieds. Fashion team également. Ouais. Et on a eu la moustache la dernière fois. La moustache est toujours là et il fallait en rajouter un peu. Donc on a une magnifique chemise. Magnifique chemise à la gloire de Mathieu Forichon, notre maître à tous des bosses et des bulles pour ceux qui connaissent le dessinateur de talent que j'embrasse. Alors, on va parler course à pied avec vous, Johan, et avec nos invités également, puisque ce week-end auront lieu les courses du Père Noël du côté des Herbiers, organisées par l'ABV, l'Athlé Bocage Vendée. Le président Bertrand Gabillot est avec nous. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Et on accueille également l'un des participants de l'Ultra Trail, la Haute, 132 km au programme. C'est David Menanteau du Raid Aventure Pays de Vie. Bonsoir David. Bonsour. Alors, Johan, on en reparlera dans quelques instants de la course à pied, mais on va d'abord revenir sur l'actualité dans les autres sports, et notamment en basket, puisqu'il y avait de l'Eurocup Women's ce mercredi soir, match aller du tour de play-off, équivalent des 16e de finale, et l'équipe de La Roche-sur-Yon qui jouait à Charleville-Mézières quelques jours après une belle victoire à Montpellier en Ligue féminine. Et si le premier carton est clairement à l'avantage des Ardennaises qui mènent 29-18, le RVBC se ressaisit par la suite. Les Lyonnaises sont toujours menées à la mi-temps, mais de seulement 6 points, 44-38. Et les joueuses de Manu Body passent devant au tableau d'affichage grâce à un très bon troisième carton. Elles mènent 59-50 après 30 minutes de jeu. Mais Charleville redresse la barre dans la dernière période et les deux équipes terminent finalement cette rencontre à égalité, 71 partout. Le match retour aura lieu mercredi prochain à la Halle des Sports des Oudéry. Et c'est donc l'équipe qui remportera ce match retour qui se qualifiera pour la suite de la compétition. Basket toujours, Alexandre, avec un tournoi international qui a débuté à La Roche. Exactement, c'était la deuxième édition ce jeudi qui a démarré du Vendée International Basket Tournament, un tournoi des moins de 18 ans qui se tient jusqu'à dimanche à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Alors nous étions ce matin, vous voyez sur ces images, sur la toute première rencontre entre le Cholet Basket et Bratislava, et ce sont les Slovaques qui se sont imposés. Les Sables d'Olonne, Rome, Munich, Belgrade. Le tournoi accueille également cette année une équipe d'outre-Atlantique, la SNM Academy de San Antonio. 18 matchs sont en tout cas au programme, demi-finale samedi puis la finale dimanche, et je vous propose d'écouter le président organisateur du tournoi, Riwan Amrani. Il nous explique l'intérêt de ce tournoi à cette période de l'année. Les intérêts ils sont nombreux, c'est à la fois remettre un temps fort dans leur saison. On est sur une fin de phase pour les équipes françaises notamment avant de reprendre à partir de début janvier. C'est se confronter tout au long de l'année aussi à des équipes étrangères, donc se comparer un petit peu par nation peut-être même. Et puis l'expérience de vivre un événement dans ces conditions, un public. C'est pas encore des joueurs pros, la plupart pour certains s'entraînent déjà avec leur équipe pro dans leur club. Vraisemblablement qu'il y a déjà des joueurs qui sont en équipe nationale jeune, qui ont déjà la voie plus ou moins tracée pour pourquoi pas devenir un jour professionnel. Mais bon, la voie est encore longue, à moins de 18 ans, il y a encore beaucoup de choses à prouver. Un tournoi qui se poursuit jusqu'à dimanche. Et puis un mot de voile avec la course retour à la base, course transatlantique en solitaire réservée aux IMOCA, qualificatif pour le Vendée Globe entre la Martinique et l'Orient. La course a été remportée par Johan Richaume sur Paprec-Arkea, il est arrivé samedi dernier. Arnaud Boissière sur la Micaline a franchi la ligne d'arrivée mardi en 16e position. Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil termine 19e après de nombreuses péripéties, notamment une blessure à la tête et surtout un dématage à seulement 10 000 de l'arrivée. Manuel Cousin sur coup de pouce Giffard Manutention a terminé la course tôt mercredi matin, il termine 25e. Et enfin le Belge installé au Sable d'Olonne, Denis Van Winberg sur DTRN Group a bouclé cette transat ce jeudi matin en 30e position. Allez, on parle course à pied, on parle trail maintenant avec vous, Johan, et avec nos invités Bertrand Gabillot et David Menanteau. 32e édition des courses du Père Noël, avec encore des nouveautés cette année, mais le retour notamment de la Haute. La Haute, les Herbiers Original Trail. 4e édition, Bertrand, pour 133 km, 0,7 de plaisir, naturellement. Bien sûr. Alors comment ça se prépare, Bertrand, cette nouvelle édition en termes de préparation, de balisage de circuit, tout est ficelé là? Tout est ficelé, non, ça sera ficelé samedi soir à 19h. Là, pour le moment, on est toujours dans la préparation, on y est depuis quasiment le mois de septembre. C'est un petit peu plus intense, là, depuis 3 semaines. On est une douzaine de bénévoles, 12 à 15 bénévoles tous les jours depuis la semaine dernière. Et puis là, ça y est, on est au point d'orgue. Donc on a fait le tour des tracés, on a commencé à faire des pré-balisages. Et samedi matin à 8h, on a 22 équipes qui démarrent. À midi, on aura 133 km de balisés.
On salue d'ailleurs tous les bénévoles engagés dans cette belle organisation une nouvelle fois. Retour donc c'est vrai de la haute, c'est on va dire l'épreuve phare parce que ça fait partie des ultra-trails les plus grands dans l'Ouest, 133 km. Et le seul en Vendée qui fait cette distance. On a 104 km maintenant du côté de Nantes-Montaigu quand même. Festi-Trail qui était à l'origine avec 80 bornes. Mais là 133 au cœur de l'hiver, il faut se les farcir, de nuit en plus. Est-ce qu'il y a eu des changements, Bertrand, sur le parcours qui passe par différents points, notamment Saint-Michel? Il y a quelques petits changements du parcours, surtout sur la fin, parce que la dernière partie, les 3-4 derniers kilomètres, n'étaient pas très intéressants pour les coureurs, qui sont assez pressés d'en finir, et puis c'était pas la plus belle des parties. Sinon, on passe par toutes les communes, Saint-Marc, Les Épaisses, Saint-Michel, Montmercure, à côté du Puy du Fou, même la Gaubretière. Enfin non, c'est un circuit identique à l'an dernier avec 2500 mètres de dénivelé côté ITRA. Donc il faut compter plutôt 3000 à la montre. C'est vrai que ça, il y a toujours des petites différences de dénivelé. Tiens, là, on a justement le parcours avec le passage au Bois des Jarries. Les Épaisses, on va faire le tour du côté du Puy du Fou, Malièvre, où il y a beaucoup d'eau. Là, justement, je pense qu'il y a eu des petits changements de tracé. Et le retour vers les Herbiers, Mont des Alouettes, un petit peu de Maha. Un petit peu, mais pas trop, parce qu'à la fin, ça fait mal. Et puis, retour au centre équestre. Et je parlais, Bertrand, de Saint-Marc, où les coureurs vont passer au début et dans le milieu, mais enfin, non. Surtout au 68e. Surtout au 68e, 68, 69e, où il y aura un passage de témoin. Là. C'est la nouveauté. Nouveauté, C'est la nouveauté de l'année. Il y a le 133 en relais, c'est-à-dire le premier relayeur fera environ 68 km et le second 64. Et le passage de témoin se fait à la salle de Saint-Marc-la-Réorde, donc on va essayer d'organiser ça exactement comme une arrivée de course. Ce sera la fête, il y aura de la lumière, du son. Donc départ à 19h samedi soir. Départ à 19h. Place de la mairie des Herbiers. Parmi les participants, donc, il y aura David Menanto, donc du RAPV Raid Aventure Pays de Vie. 3e participation après 2 abandons. Avant de parler de cette 3e tentative, David, peut-être tu vas te présenter en quelques mots David Menanto. David Menanto, en quelques mots, ancien cycliste, très très bon cycliste d'ailleurs, qui s'est mis au trail et qui a connu... je dirais que c'est un petit peu le couteau suisse, moi je dirais, de la course à pied ici en Vendée, parce qu'il est rapide sur 10 bornes, il est rapide sur marathon, il est bien sur 100. Sur 100 miles, il y a encore un petit peu d'expérience à appréhender, mais quand même, il a eu un très très bon résultat en début d'année en prenant la 2e place du Tarn Valley Trail, 160 bornes. Voilà, un coureur tout terrain, mais parfois le mental joue un petit peu de tour. Voilà. Alors comment vous abordez cette hot du côté des Herbiers? J'y vais plutôt confiant. Après 2 abandons sur blessure, je suis plutôt confiant cette année. À la base, je voulais faire le relais, mais j'étais un peu déçu de mon dernier 100 km. Donc je me suis dit, je vais revenir aux Herbiers motivé, et puis je pense que ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous retenez des 2 précédentes éditions, notamment en termes de parcours, d'environnement? Alors moi, les 2 fois, j'ai fait les 40 premiers kilomètres. Je retiens que c'est un parcours intéressant. Après, on a eu des conditions difficiles les autres années, mais c'est toujours bien balisé, donc non, c'est une belle orga. Comment est la forme ces dernières semaines? Donc, comme disait Johan, il y a eu une 2e place au Tarn Valley Trail au mois de mai, mais il y a aussi une victoire sur le trail Nantes-Montaigu, sur le trail de la Digue, sur le 53 km en septembre, et une 7e place quand même au Templier, 100 km le 20 octobre. Il n'y avait pas des peintres, comme on dit, devant. C'est ça, il y avait un gros plateau. Après, la forme est là, mais je suis plutôt sur une forme... post-templier, je suis bien, mais je suis en train de tourner vers les crosses. D'accord. Alors justement, on en parlera ça tout à l'heure. Plus de cross du côté des courses du Père Noël, c'était un peu la tradition, et vous expliquerez tout à l'heure, Bertrand, pourquoi il n'y a plus de cross sur ce week-end des courses du Père Noël. On va passer maintenant à l'agenda du week-end avec vous, Alexandre. Et on va commencer avec un rendez-vous de football. Après 2 semaines de trêve, La Roche-ESO retrouve la D3 féminine pour cette 9e journée. Les Ornésiennes actuelles 3e seront opposées à Caen, 7e. Coup d'envoi programmé à 14h30 dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. En National 2, on jouera ce week-end la 12e journée. Vendredi, La Roche-VF 3e reçoit Angoulême à un horaire assez inhabituel. Rendez-vous à 14h30 ce vendredi au stade Henri-Desgranges. Et puis le lendemain, après leur qualification 32e de finale de la Coupe de France, les Bretets retrouvent le championnat avec la réception de Saumur. Lancement de leur rencontre à 18h samedi. Un cran plus bas en National 3.
L'autre équipe vendéenne toujours en lice en Coupe de France, Challans, se rendra sur la pelouse du leader Vertou. À l'extérieur aussi, les Sables FCOC seront en déplacement à Saint-Philbert, mais à domicile, vous le voyez, en Vendée, 2 rencontres à suivre. Un derby d'abord entre le Vendée Poiré Foot et la Châtaigneraie, puis Fontenay-le-Comte accueillera Saint-Nazaire, une 12e journée à suivre samedi 18h. Un double rendez-vous à l'extérieur à présent, en ring hockey, place au match aller des 8e de finale de la WSE Cup, direction l'Italie pour la Vendéenne qui affronte Valdagno samedi à 20h45. Match au retour, ce sera le 20 janvier à l'Angelmière. Et puis en basket, cette fois après leur match nul hier soir en Eurocup, vous l'avez dit Aurélien, la Roche-Vendée Basket retrouve Charleville-Mézières en championnat pour la 11e journée, rencontre lancée samedi soir à 20h. Du côté d'Olonne-sur-Mer, place ce samedi à la 5e journée de D1 de Footnet. Double confrontation pour le tennis-ballon olonnais. Premier match face à Évreux, le second face à Issy-les-Moulineaux. C'est le programme entre autres que vous pouvez retrouver à la Salle Océane à 13h45. Et on termine avec 2 événements à suivre du côté de la piscine Arago de la Roche-sur-Yon. Le premier c'est en natation avec le meeting de la Roche-sur-Yon à suivre dès samedi avant les finales de dimanche, programmé en début d'après-midi. Et puis le second événement c'est la 5e journée du championnat régional de water-polo. À la suite du meeting de natation, le water-polo lyonnais recevra l'équipe du Mans à 20h samedi soir et toujours à suivre au complexe Arago de la Roche-sur-Yon. Merci Alexandre. Alors on a parlé des courses du Père Noël qui nous font partie de l'actualité du week-end. Mais l'actualité course à pied est large et on va maintenant faire un point avec vous, Johan Jadot, avec cette rubrique. Avec, pour commencer, du cross, voilà, on parlait des cross. Du cross, effectivement, mon cher Aurélien, avec les championnats d'Europe de cross qu'on a vécu ce week-end du côté de Bruxelles, ça a été magnifique. Et on avait un seul Ligérien et de surcroît un Vendéen engagé avec l'équipe de France junior, même s'il est espoir, parce que voilà, je l'expliquais la dernière fois, il y a un petit décalage au niveau du calendrier international. Donc c'était sa dernière course avec les juniors. C'est Oscar Thébault, le coureur de l'OVA, qui a réalisé une belle performance. Il termine 24e en individuel. Il est le troisième français, donc le 3e de l'équipe de France. Alors bien sûr, on espérait une médaille. Il termine 4e ex aequo au niveau des points. Oscar qui me confiait, qui était très heureux de cette première expérience, qui avait pas trop de sensations parce que c'était un parcours très très boueux quand même. Je sais pas si vous avez regardé, mais vous avez pu vous en rendre compte. Donc voilà, c'est pas une contre-performance, c'est pas une grosse perf non plus, mais affaire à suivre avec l'équipe de France où il sera en stage en janvier. On le verra pas au départementaux à Saint-Laurent, mais ensuite on le verra visiblement vers Pontchâteau pour les régionaux, pour les inters à Challans. Ouais, départementaux de cross 10 janvier, je crois. 7 janvier, l'année qui va reprendre traditionnellement par ces championnats départementaux. On reste dans le cross avec un mot sur celui de la Chapelle-sur-Erdre. Oui, on reste avec le cross national de l'Erdre. C'était le dimanche dernier avec là aussi un terrain très gras, un terrain gras à souhait comme on l'aime. Un cross très important quand même dans la région, qui est en général un gros test. Bon, on a vu du beau monde, on n'a pas vu beaucoup de Vendéens. Si je note quand même la belle course de Romain Guéry chez les Espoirs, qui faisait son entrée d'ailleurs je crois chez les Espoirs, voilà, qui est pas très très loin, mais il y a encore un petit peu de boulot parce que devant on a des mecs très très chevronnés avec du Pelluot, avec du Romain Mingui, avec du Nicolas Vitré, donc ça nous annonce de très très belles choses. Et du côté des Masters, toujours un plaisir de revoir notre ami Julien Moreau de la BV, notre ancien international, 29,09 à Baracaldo, on s'en souvient, c'était en 2005, qui est pas très loin, qui est 4e. Bon voilà, on vieillit mais on est encore là. On parle marathon maintenant avec le marathon de Valence où il y a eu aussi là de la belle performance. Le marathon de Valence, le grand rendez-vous espagnol. Espagne, alors moi j'aime aller à Valence pour manger des tapas et boire de la sangria. D'autres aiment se taper la distance de 42 bornes et suivre la ligne bleue. Et regardez, vous l'avez à l'image, magnifique. Alors là c'est Agathe Violot, Agathe qui termine 6e française avec en plus le record de Vendée. Qui datait d'il y a 20 ans sur le marathon du Mont-Saint-Michel de Céline Cormeret, qu'on embrasse. Voilà, 2h35.03, la méthode 1100, parce que son entraîneur c'est Michel 1100, qu'on salue d'ailleurs, qu'on embrasse, qui est un type extraordinaire. La méthode 1100 dans les jambes, dans la tête. Et d'ailleurs, elle a fait une année quand même assez extraordinaire, parce que l'année dernière, elle fait son premier marathon à La Rochelle, elle fait 2h39. Ensuite, elle part au ski, elle se fait les ligaments, bref, fin de saison, on pensait. Et puis, finalement, 5 mois plus tard, avant l'été, elle gagne à la Sarabande des filles de La Rochelle. Elle tape son record perso à Caen sur 10 bornes avec 35,43. Le podium annoncé par Johan Jadot ici, en fin septembre pour les championnats de France de semi-marathon, 3e place. Bon bref, elle n'en finit pas.
Et également la belle performance de notre autre Vendéen, le Richard Gere de la course à pied de l'ABV de Pouzeau chez Fabien Billot, qui vient de réaliser 2h28-21. Belle revanche parce que l'année dernière il était parti là-bas pour aller chercher son record. Il fait 2h37, il se prend un mur et puis finalement il s'est pris une belle revanche. Attention, il faudra surveiller ce garçon parce qu'il vient de rentrer en catégorie Master 1 pour les crosses là à venir. Alors marathon toujours, mais un marathon à venir, une nouvelle épreuve. Oui, le Mika, le marathon, rien à voir avec le chanteur. Non. Voilà. Mika, le marathon international de Côte d'Amour, marathon carte postale qui fait son retour. Bertrand, qui est un ancien coureur aguerri, se souvient forcément du marathon Côte d'Amour. Je crois que la dernière édition, ça devait être avant 2010. J'ai pas été revoir. C'est dans un an. Et déjà, c'est quasiment plein. En fait, il y a 4000 places de disponibles sur le marathon. Il y en a 3900 ce matin qui ont déjà été prises. Il reste des places pour le semi-marathon, pour le 5, pour le 10 km. Bref, ça va être sans doute l'un des marathons les plus rapides en termes de chrono, mais de dénivelé. Enfin, je veux dire, voilà, ça va être très performant. Bien sûr, la Baule, le Polyguin, Guérande, Croisic, un parfum de vacances au cœur de l'automne ou au début de l'hiver. Et enfin, Aurélien, on termine, alerte générale, UTMB. 14 décembre, inscription, c'est ouvert, c'est le grand jour, inscription pour l'UTMB. Vous avez jusqu'au 14 janvier, je crois que le tirage au sort se fait le 16 janvier. Et peut-être que notre ami David Menanto, qui je crois a claqué ce matin un petit 400 € pour s'inscrire à l'UTMB, sera présent sur les UTMB World Series, la finale à Chamonix. Et ben on va lui demander, l'inscription est faite. L'inscription est faite, mais le paiement se fait pas. Il attend une petite... Non, le paiement, ce sera après, effectivement. Il y a la pré-inscription. Donc inscrit pour l'UTMB. Et pour revenir sur ces courses du Père Noël et sur cette hôte de ce week-end, donc, objectif, le finir, bien sûr, puisque vous restez, on l'a dit, sur deux abandons sur blessure. Mais est-ce que vous considérez quand même parmi les favoris de cette course ce week-end ? Bah, sur le papier, je suis un des favoris, mais après, ça reste un ultra qui est quand même compliqué à gérer. Tout est de nuit, donc faut être bon mentalement. Et puis après, bah, on verra. J'y vais pour prendre du plaisir principalement, et puis la performance suivra. D'ailleurs, Aurélien, ça va être assez intéressant à voir. Alors, on espère que David va pouvoir aller au bout et puis finalement effacer ces deux échecs sur cette course en particulier. Parce que Johan Fernandez, le vainqueur sortant, revient, un garçon de Haute-Savoie, et qui l'année dernière, quand même, était dans une fatigue extrême. Enfin, je me souviens de l'avoir vu au 60 ou 80e kilomètre, qui me dit « Je suis fracassé, j'ai les jambes en miettes ». Pourtant, c'est un montagnard. Mais voilà, il manquait d'habitude de courir. Or, David a cette capacité, forcément avec la connaissance ici, d'être un coureur de plaine et qui sait s'adapter également au dénivelé. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer entre les deux. Bertrand Gabillon, en termes d'inscription, de participation, comment ça se passe ? Cette année, c'est plutôt une belle édition. On est pas très loin du record de la première année. On est à 174 participants sur la haute et 54 équipes. Donc on devrait avoir un très très beau peloton de départ. Et un bon peloton tout le long de la course, quoi. Non, c'est une très belle édition, et toutes les autres courses sont complètes, largement complètes. Ce qui fait un total de combien de coureurs ? On est à 1750 coureurs à peu près, ouais. C'est une très très belle édition. Alors les distances qui fonctionnent le plus forcément, c'est 10 km, quoique 32 km, je crois qu'on est à 340. Ah non, le 35 on est à 348, le 24 on est à 340 également, enfin on a fait le plein partout, largement le plein. Alors c'est vrai qu'Aurélien le disait tout à l'heure, Bertrand, la petite déception, c'est la disparition finalement du cross, parce que les herbiers quand même avaient ce savoir-faire dans l'organisation du cross, qui était un très très beau cross avant au Landreau. Bon, on a descendu au centre équestre, et finalement c'est un petit peu, alors je ne vais pas dire que c'est une erreur, mais on est descendu au centre équestre, on ne pouvait pas continuer le cross au Landreau, et puis le cross était malgré tout une grosse organisation. On a décidé de créer un cross autour du parc équestre. Et bon, après 2 années, ça a été plutôt la désaffection, couplé à un petit manque de bénévoles qui se faisait pressentir. Donc on a préféré jeter l'éponge sur le cross et se consacrer au trail, qui demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, pour nous consacrer au trail et à l'ultra. Peut-être qu'un jour, le cross reviendra. Et donc David, vous le disiez tout à l'heure, votre objectif là, à moyen terme, ça va être les crosses justement. Bah ouais, je re-signe à La Roche pour faire la saison des crosses et puis objectif aller au championnat de France.
Et alors ces trails, ces courses comme celle de ce week-end, comment vous les abordez? Est-ce que vous pensez en faire de plus en plus? Bon là, il y a une inscription à l'UTMB, c'est le Graal, on va dire. Comment vous abordez les différentes épreuves, les différentes distances? Qu'est-ce que vous préférez? Comment vous vous préparez en fonction? Pour l'instant, je pense que là où je m'en sors le mieux, c'est sur les 80 km. J'ai l'objectif depuis 3 ans de faire l'UTMB 160, donc je monte en kilométrage au fur et à mesure des années pour apprendre et progresser, quoi. Ouais, parce que cette distance de 100 miles, forcément 160, 170 km, c'est pas simple à appréhender. Et d'ailleurs, l'année dernière, tu en as fait les frais, David, parce qu'il a bien commencé avec la Transobrac, 105 km, termine 2e, il gagne le Festitrail, et puis après, patatram, Val d'Aran, où on se brûle un petit peu les ailes parce qu'il part avec Germain Grangier, qui est quand même un coureur renommé sur la distance. Le mental lâche ensuite à Nice, et puis ensuite à la Hotte. Et puis finalement, t'as bien redémarré l'année. Comment tu appréhendes ça justement? Parce que tu disais que tu as fait un petit travail mental sur le sujet, parce que 100 miles, il faut se les mettre dans la tête, quoi. J'avais travaillé avant la Hotte, l'année dernière, j'avais fait de la sophro en prépa mentale. Ça m'avait bien aidé. Après, j'ai été blessé avant de prendre le départ de la Hotte, donc je savais que ce serait très compliqué. Et après, on m'avait dit finir 100 miles, ça va te débloquer, ça va bien se passer. Chose que j'ai réalisée assez rapidement dans la saison et qui fait qu'après, maintenant... Et puis, alors, c'est vrai que c'était au Tarn Valley Trail. Et là où le mental a été très fort pour David, c'était, je crois, au Restonica Trail en Corse, où tu te dis... c'est bon, je vais arrêter, puis finalement tu as réussi à finir, parce que là c'est au niveau boucherie, en termes de cailloux, là on a notre, c'est boucherie, charcuterie, vous avez la totale, c'est terrible chez les Corses. Ouais, c'était vraiment très dur. On commençait les 7 premiers kilomètres, on avait déjà 1004 de dénivelé, donc c'était très costaud, beaucoup de cailloux, et puis la tête a pris le dessus assez rapidement, et après une fois qu'on est parti, ça se fait, quoi. La transition est parfaite, puisqu'on va rester justement dans ce domaine du mental avec notre expert prépa mental. Avec vous donc Benoît, pour parler de lucidité. On imagine que c'est très important aussi, notamment dans les courses longue distance. Mais vous allez nous parler justement de course à pied pour commencer. Et oui, on va justement commencer par ça. Puis comme j'ai un expert commentateur, je sais pas si tu veux bien commenter l'image qu'on va voir à l'écran, puisqu'on a une belle course de 5000 mètres. On est sans filet là. Hein. Ah oui, alors on est à l'amorce du dernier tour. On est à l'amorce du dernier tour avec l'Éthiopien Agos Gibriwet, médaillé de bronze. À Rio, c'était en 2016, on s'en souvient. Mais on est sur les bases du record du monde, mais qu'est-ce que... Ah non, qu'est-ce qui se passe, mon cher? Ce qui se passe, c'est qu'il s'est pas rendu compte qu'il lui restait un tour à faire. Et il a même pas entendu la cloche. Alors là, il essaye de repartir, mais c'est trop tard. Il a déjà mis sa dernière accélération finale. Et c'est un peu dommage qu'il soit absolument rendu compte de rien, et pourtant il a de l'expérience, mais c'est un bel exemple de manque de lucidité sur l'instant. Et alors ça arrive aux meilleurs, ça aussi, mais aux amateurs de se tromper, d'oublier un tour. Oui, ça arrive à tout le monde, d'oublier un tour sur un triathlon par exemple. Ça m'est même arrivé aussi de sauter à la perche et de prendre la perche du mauvais côté, par exemple. Ça arrive à tout le monde d'avoir des manques de lucidité. On pourra faire part de nos expériences respectives. Mais en tout cas, oui, c'est un domaine important dans le sport. Ouais. Alors pourquoi les Nadal, les Djokovic, par exemple, pour prendre des tennismen, qui ne sont pas toujours transcendants, savent quand même gagner? C'est avant tout une question de fraîcheur. Les meilleurs joueurs en fait sont ceux qui vont garder justement la tête froide dans les moments importants. Il faut savoir que la lucidité, c'est justement la capacité à absorber des montagnes de données et de s'adapter. Et d'adapter justement une réponse coordonnée à la situation. Donc la lucidité, ça correspond justement aux performances cognitives. Donc, et ça dépend de différents facteurs. Ça va dépendre de l'intensité de l'effort, ça va dépendre de sa durée, ça va dépendre du rythme cardiaque, de l'hydratation, de la chaleur, de l'alimentation, du sommeil, de l'anxiété, etc., etc. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte, et surtout au cours de l'effort, la concentration, la réflexion sont fortement amoindries, mais aussi la gestion émotionnelle et donc la résistance mentale. Le cerveau consomme à lui seul 20% de l'oxygène et du sucre. Donc au fur et à mesure que l'épreuve dure, et ça on a un exemple avec le trail, les réserves baissent et les capacités cognitives d'autant. Le cerveau se met progressivement en mode automatique et donc les capacités de réflexion diminuent.
On va même regarder ce qui se passe quand on va beaucoup trop loin. Alors, un petit mot avant la prochaine vidéo. Si les âmes sensibles, ou si vous êtes à table, je vous dis bien, attention, ça va peut-être un peu vous choquer, ça va pas être long. Ouais, quand on va trop loin, voici ce qui peut arriver. Quand on pousse la machine un petit peu trop loin. Ouais, déjà. Bon, il a quand même le sourire, parce qu'il a réussi ça. Petite régurgitation. Mais en tout cas, il y a 4 clés importantes: préparation, alimentation continue, exercice mental et récupération. Oui, on va les voir dans l'ordre. La première, c'est de s'entraîner à des conditions difficiles, anticiper un maximum de conditions différentes, se connaître et s'adapter. C'est ce que les Anglais appellent le coping. Donc le dicton bien connu dans le sport, c'est entraînement difficile et compétition facile. Ceux qui font de l'athlé le savent, les coureurs de 400 s'entraînent à emmagasiner du lactique et à connaître cette sensation. Et puis les marathoniens de tout niveau connaissent cette barrière du 30 km où l'on a vécu au moins une fois, ce creux de lucidité qui est provoqué justement par un manque d'alimentation. Alors là, on parle d'imprévu, mais se préparer à l'imprévu, c'est pas forcément facile. Oui, mais il y a mais ça paye, parce qu'il y a des choses que l'on peut prévoir. Par exemple, au JO à Tokyo, il y avait bon nombre d'athlètes qui étaient surpris par les conditions climatiques, de chaleur, d'humidité, et pas les Italiens, puisqu'en fait, ils se sont entraînés par rapport aux conditions de Tokyo de l'époque, et ça a payé, puisque en marche, et chez les hommes et chez les femmes, ce sont des Italiens qui ont gagné. À Paris, là, dernièrement, vous avez vu sur le test event de triathlon, l'épreuve paralympique s'est transformée en duathlon. Et les athlètes ont appris la nouvelle à 5h du matin. Donc effectivement, c'est pas forcément toujours évident de se préparer à cette nouvelle épreuve, surtout quand on a basé sa préparation sur 3 épreuves au lieu de 2. Sauf que, effectivement, il faut l'anticiper pour garder sa sérénité, et de plus en plus, ce genre de disciplines sont soumises à ce genre d'aléas. Il n'est pas exclu qu'à Paris, on se retrouve aussi avec un duathlon. Donc il vaut mieux le savoir. Au hand, par exemple, les situations imprévues sont de plus en plus prévues, en tout cas travaillées à l'entraînement. Vous savez, il y a des joueurs qui peuvent être exclus de 2 minutes. Eh bien, on travaille ces situations à l'entraînement en supériorité ou en infériorité numérique. La deuxième clé, ça paraît évident, mais c'est de s'alimenter. Ça, vous allez le faire sur le trail, j'imagine. Et j'imagine que vous avez prévu des délais et des temps, en fait, justement, à quel moment vous allez boire, à quel moment vous allez vous alimenter. Vous allez définir des périodes très régulières en fonction, justement, de votre corps. Et c'est la connaissance du corps et la multiplication d'épreuves similaires qui vont vous permettre de le définir. Parce que sinon, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Voici ce qui arrive même à un cycliste très performant, là c'est Van Der Poel d'un seul coup, qui va mettre la flèche. Ah oui, championnat du monde. Voilà, exactement. Là c'est terminé, il se passe plus rien, il n'y a plus d'énergie dans le moteur. La seule chose qu'il essaye de faire, c'est juste de mouliner les pédales, mais on voit bien qu'il n'y a plus rien, et derrière, on laisse passer les mobylettes. J'ai l'impression de voir Aurélien Huard à son premier semi-marathon. C'était pas à peu près ça. Oui. Alors la troisième clé, merci, c'est plus l'épreuve dure, plus il va convenir aussi de sortir un peu de temps en temps du mode automatique, justement, de se forcer à sortir la tête du guidon et de prendre plus de données de l'environnement pour justement déterminer si les données que l'on observe sont pertinentes ou non. On va le voir avec ce qui s'est passé dernièrement avec notre basketteur Victor Wembanyama. Il se retrouve sur un de ses premiers matchs à tirer des lancers francs et à se retrouver face à un public plutôt hostile qui essaye de le déstabiliser. Alors on n'entend pas que les sifflets, on entend un mot particulier qui est overrated, qui signifie en français surcoté. Alors, Victor a été drafté en numéro 1. Et là, quand on entend ça, c'est plutôt particulier quand on essaye de rester dans sa bulle. Alors il le fait plutôt bien puisqu'il met ses 2 paniers. Et ça, j'allais dire, c'est quand même une tentative de déstabilisation qui était inédite. Donc pareil, lui, heureusement, a gardé sa concentration, mais bon, sur l'ensemble du match, il fait un pauvre 4 sur 14 au tir. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des exercices de focalisation pour rester dans sa routine. Et puis la dernière clé, c'est la récupération physique et mentale. La répercussion, en fait, des sports répétés et des compétitions répétées ont un impact. Et un corps qui n'a pas assez récupéré va aussi mettre le mental à rude épreuve. On va le voir avec ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça avec Vincent Luis, notre triathlète, qui traverse complètement à vélo la zone de transition et qui finit même jusque dans la barrière. Il a exprimé après que c'était de plus en plus compliqué de gérer les saisons aussi longues et d'arriver avec de la fraîcheur sur les événements. Et puis, je fais un aparté, mais c'est un risque important pour nos athlètes en vue des JO de Paris, puisque bon nombre d'entre eux n'ont pas encore la qualification pour les Jeux. Ils vont le savoir même en juin ou en juillet, donc quelques temps après les épreuves. Il va falloir garder en fait ce momentum et ce pic
de forme jusqu'en juin, juillet, jusqu'au JO. Et d'ailleurs, vous avez vu Kevin Mayer dernièrement, là, en fait, a repoussé son épreuve qualificative. Il va devoir le faire peut-être en mars, peut-être après. Et on commence à être quand même très inquiet, même par rapport à sa qualification. On suivra ça. Merci beaucoup, Benoît. On va passer maintenant à l'entretien de 85 chrono. Et l'entretien donc, que vous avez réalisé, Alexandre, avec le monsieur karaté de Fontenay-le-Comte, je veux dire même en Vendée, il est très connu, Christophe Brondy. Mais oui, l'un des plus fameux karatékas du Fontenay Karaté Shotokan, Christophe Brondy, donc directeur technique et sportif du club. Alors avant de retrouver cet entretien en intégralité, ce sera dès demain 9h après la matinale de TV Vendée. En voici un court extrait, on revient sur le début de saison et la suite, et puis aussi un petit peu l'actualité de Christophe Brondy. Bonjour Christophe Brondy. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, au sein de votre club, le Fontenay Karaté Shotokan, dans ce très beau dojo, club dont vous êtes le directeur sportif et technique. Un petit mot d'abord, Christophe Brondy, sur ce début de saison 2023-2024. Comment se déroulent ces premiers mois du côté du FKS ? Super début de saison, dans la dynamique des autres saisons, l'année dernière qui était formidable, puisque l'année dernière on avait eu Marie-Lou Cochard au championnat du monde, Lola Cochard au championnat d'Europe, et là on reste dans la même verbe, c'est-à-dire que beaucoup de podiums en Coupe de France, notamment Lola Cochard qui, comme sa sœur, a fait des podiums, y compris en senior surclassé, le titre en Coupe de France minime pour la jeune Maëlys Plancheneau, et puis 2 finales en kata, en équipe, en Coupe de France. Et on a actuellement Tom Courtois qui prépare les prochains championnats d'Europe, on espère qu'il va être sélectionné, c'est plutôt bien parti, donc voilà, on est sur les chapeaux de roue. On voyage en tout cas aussi beaucoup du côté de l'international, l'Open international de Liège en novembre dernier, récemment aussi c'était du côté de Venise, en Italie, pour la Youth League avec 6 Fontenaisiens qui étaient engagés là-bas. Comment se sont déroulées ces dernières grandes échéances internationales pour vous ? Assez formidable. Ça correspond au projet associatif du club qu'on appelle un rêve partagé. Donc on veut que tous les athlètes puissent rêver et toucher à ça. On en a 3 là qui étaient ou qui seront en équipe de France. On a les meilleurs qui font le circuit mondial. Donc là, on était à Venise. Lola Cochard a fait 4 tours. Laura Mounrijad a fait 9e. Joachim en kata a commencé à passer des tours. C'est des compétitions très impressionnantes. Et puis au-delà de ça, on tient à faire partager au plus grand nombre. Donc on a emmené 60 athlètes en Belgique pour montrer à tous les jeunes que c'est possible et qu'on leur ouvre la porte. Et là, on est revenu avec 9 podiums, dont 3 titres. Donc on est très contents. Alors si on se tourne cette fois en 2024, quels vont être les grands rendez-vous sportifs pour le Fontenay Karaté Shotokan ? Alors on espère vraiment voir Tom au championnat d'Europe. On espère voir Lola, Marie-Lou retourner aussi en équipe de France parce qu'elles ont le niveau pour ça, elles sont en pleine forme. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Tout le groupe qui fait le circuit mondial a un très fort potentiel. Donc on espère que d'autres comme ça vont ouvrir la porte de l'équipe de France. Christophe Brondy, vous avez aujourd'hui 47 ans, c'est cela ? Oui. Vous occupez ce poste de directeur sportif et technique depuis 25 ans, depuis 1998. Comment est-ce que bien renseigné. On se renseigne avant. Comment est-ce que vous avez vu évoluer votre fonction depuis toutes ces années ? C'est-à-dire que j'étais directeur technique du club, j'étais surtout directeur technique départemental et directeur technique régional. Et le club prenait une certaine ampleur. J'avais Chantonnay et les Châteaux d'Olonne, même aussi à l'époque. Je me suis recentré sur Fontenay qui se développait, mais avec quand même la condition de faire mon métier, c'est-à-dire celui de directeur technique, donc de mettre en place un projet associatif pour tous, ambitieux et de rayonnement. Et donc pour ça, il faut avoir beaucoup d'équipes. On a vraiment beaucoup de bénévoles. C'est un gros travail de management, de coordination, de formation. Et parce que c'est quand même des gros budgets à gérer, c'est plus de 120 000 €. Donc c'est pour nous, ça reste important quand même. Et je suis parfaitement et totalement épanoui dans cette fonction. Un épanouissement qui s'est traduit aussi en première partie de saison 2023 avec une très belle récompense. Vous avez été élevé au rang de 6e dan par la Fédération française de karaté, avec les honneurs qui sont dus notamment bien à la réputation du club de Fontenay. Qu'est-ce que cette distinction, qui est un petit peu une promotion en soi, si on la considère ainsi, vous apporte? En tout cas, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? J'ai l'impression que c'était la question lors de l'examen du 6e dan, on m'a dit ça, et j'ai répondu rien. Donc je les ai un peu choqués, puis après je leur ai expliqué. Disons que ça fait, comme vous le dites, ça fait longtemps que je fais ça, donc j'ai formé beaucoup de karatékas. En fait, il y a très longtemps que j'aurais dû le passer, mais je passe plus de temps effectivement à organiser des événements, emmener mes élèves en compétition, à me soucier d'eux qu'à me soucier de moi. Voir mes élèves qui préparaient le 6e dan et moi qui ne l'étais pas, alors que ça n'avait pas de sens même pour eux, c'est important, on a une petite place dans la chaîne là. Le 6e dan, ils nous disent racontez-vous. Donc à travers votre pratique, racontez-vous et donc ça a été en fait un beau moment. Je pense qu'ils ont réussi à faire de ce 6e dan un beau moment. C'est un moment très particulier pour un karatéka.
Voilà, et entretien à retrouver en plus en longueur et en intégralité à partir de demain. On termine cette émission avec du football, Mondial Football Montaigu 2024, on en sait plus, Alexandre. C'est ça, la 51e édition, elle se tiendra du 25 mars au lundi 1er avril 2024. Côté du tournoi Nations Garçons, on retrouvera entre autres le Mexique, le Brésil, le Japon, la France. Côté féminin, 6 sélections, entre autres la Suède, les Pays-Bas et puis la France. Et côté club, ils seront 8 clubs, la sélection de Vendée, l'Olympique Lyonnais, le FC Nantes, le Stade Rennais, entre autres. Et les courses du Père Noël, donc ce week-end du côté des Herbiers, avec de nombreuses courses, et notamment la haute départ 19h samedi soir. Merci beaucoup, messieurs. Bonne course, David. On espère vous voir sur la ligne d'arrivée dimanche. Merci Johan, merci Benoît, merci Alexandre. On vous retrouve lundi de nouveau pour le Journal des Sports. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine à tous.